Bonsoir ou bonjour. Alors un petit message en préambule de votre nouvelle pour vous avertir que la vidéo que vous apprêtez à visionner est tirée des tout débuts d'Horrifique Histoire sur Twitch et n'est donc pas représentative de la qualité de production et de narration que nous tentons de vous offrir actuellement. Alors bien évidemment, profitez bien de cette vidéo, mais n'hésitez pas à passer le dimanche soir sur Twitch ou à checker nos dernières VOD sur la chaîne pour voir finalement Horrifique Histoire à son plein potentiel. Mais d'ici là, bonne vidéo, braves gens, et bonne écoute. Donc nous allons commencer par une nouvelle qui s'appelle L'Indicible. Une nouvelle donc, comme vous le savez désormais, d'Howard Phillips Lovecraft. Nous étions assis sur une pierre tombale abandonnée, vieille de 3 siècles, par une fin d'après-midi d'automne dans le vieux cimetière d'Arkham, et l'indicible occupait nos pensées. Les yeux fixés sur le saule géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines, puis le tronc, avaient presque englouti une dalle indéchiffrable, je m'étais permis une remarque bien personnelle sur les sucs fétides, autant que subtils, que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller de la terre séculaire de cet ossuaire. Mon ami s'était moqué de ce qu'il avait appelé des enfantillages et m'avait répondu que, puisqu'aucun ensevelissement n'avait eu lieu en cet endroit depuis plus d'1 siècle, la terre ne pouvait rien receler que de parfaitement normal. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et leur enlevaient toujours le courage, les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. Nous ne connaissons les choses, avait-il dit, que par l'intermédiaire de nos 5 sens ou de nos intuitions religieuses et, par conséquent, il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offrent les faits, aussi bien que les doctrines admises des théologies, de préférence du reste la théologie congrégationaliste, tout en acceptant les transformations, les adaptations imposées par la tradition ou par Sir Arthur Conan Doyle. J'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami, Joel Menton, en discussion interminable. Docteur de l'East High School, né à Boston, élevé dans cette ville, il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaite de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmoniques les plus délicats du monde sensible. Selon lui, et c'était le point de vue qu'il défendait, seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique, et le rôle de l'artiste est moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action, de l'extase ou de la stupeur, que d'entretenir un intérêt calme et permanent, un jugement sain chez le lecteur, à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne. Il s'élevait tout particulièrement contre mon souci du mystique et de l'inexpliqué, car, quoique croyant en bien plus que moi, à un certain point de vue au surnaturel, il refusait de le tenir suffisamment ordinaire et fréquent pour avoir le droit d'intéresser le travail littéraire. Qu'un esprit pût trouver ses joies les plus hautes dans des échappées originales, aux antipodes de la routine de tous les jours, et dans des combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images, que l'habitude et la lassitude, à force de les faire repasser dans le sillon ébréché et usé de la normale, ont dépouillé de tout élément vivant. Voilà qui était impensable pour cet esprit clair, pratique et éminemment logique. Oh, il est déter, Lovecraft.
Pour lui, toute chose, tout sentiment avait des dimensions, des propriétés, des causes et des effets bien déterminés. Et quoiqu'il eût vaguement conscience du fait que l'esprit parfois nourrit des visions et des sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable et utilisable, il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour quantité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue. De plus, il était pratiquement certain que rien ne pouvait être vraiment indicible. Cela ne lui paraissait pas sérieux. Faut s'accrocher avec celui-là. Quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire ou la métaphysique en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées, quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur querelleuse plus marquée qu'à l'ordinaire. Ces dalles d'ardoise à moitié délitées, ces arbres patriarcaux, les toits en croupe de la vieille cité, autrefois familière aux sorcières, qui s'étendaient autour de moi, tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail. Même, je ne tardai guère à lancer mes troupes en territoire ennemi. En réalité, la contre-attaque n'était pas bien difficile, car je savais que Joel Manton, en fait, se souvenait bien plus qu'à moitié de 1000 superstitions de vieilles femmes que toutes les personnes sophistiquées ont oubliées depuis longtemps. Croyance, par exemple, que des agonisants peuvent paraître subitement de l'autre côté du monde, ou que des têtes d'autrefois peuvent laisser leurs marques sur les vitres à travers lesquelles elles ont regardé pendant toute leur vie. Accorder foi à ces rumeurs dignes de la campagne, insistai-je, attestait sa foi en l'existence de substances photomatiques sur la Terre, différentes de leur contrepartie matérielle, bien que liées à elles. Ce qui supposait le droit de croire en des phénomènes inexplicables par les concepts courants, car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde, ou lui faire enjamber le cours des siècles, comment serait-il absurde d'imaginer que des demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres mais sensibles, ou que les vieux cimetières bruissent de l'intelligence terrible et désincarnée des générations disparues. Et comme l'esprit, pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées, ne peut se plier aux lois qui régissent la matière, pourquoi serait-il grotesque d'imaginer des choses mortes, douées d'une vie psychique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires foncièrement, terriblement innommables? Le bon sens, opposé à ces notions, déclarai-je à mon ami non sans quelque chaleur, n'était qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale. Le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre, mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter là cette discussion. Menton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais, et plus que disposé à me réfuter, animé comme il l'était par cette confiance en sa propre opinion, responsable en grande partie de sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Et moi, de mon côté, j'étais trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite. L'obscurité s'approfondissant, les lumières commencèrent à scintiller derrière quelques-unes des fenêtres au loin. Mais nous ne bougions pas. Nous étions, soit dit en passant, fort bien assis sur notre tombe. Et je savais que mon ami, prosaïque comme il l'était, ne s'inquiéterait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques, pétries par les racines, qui se trouvait juste derrière nous, non plus que de la dense obscurité que valait à l'endroit la proximité d'une bâtisse du XVIIe siècle, branlante et déserte, dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche. Donc, dans la nuit, près de cette fosse à demi ouverte,
et de cette maison sans occupant, nous parlâmes de l'indicible. Et lorsque mon ami eut fini, en riant, de réfuter mes arguments, je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité. Ce récit, je l'avais appelé « La fenêtre d'en haut » et il avait paru dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. En nombre d'endroits, et surtout dans le sud et près de la côte pacifique, on avait dû retirer des stands les exemplaires de cette publication, à la suite de plaintes pusillanimes, mais malheureusement nombreuses. En Nouvelle-Angleterre, on ne s'était pas laissé impressionner. On s'était contenté de hausser les épaules devant ce qu'on avait appelé mes extravagances. Tout d'abord, avait-on dit, la chose était biologiquement impossible. Ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchote dans les campagnes et que Cotton Mather avait été assez crédule pour inclure dans ses Magnalia Christi Americana, ouvrage grotesque d'ailleurs. Du reste, les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Mather n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire à donner le frisson. Quant à la suite que j'avais donnée à ce récit, elle était parfaitement invraisemblable. Elle trahissait tout simplement l'écrivaillon travaillé par une imagination surchauffée et hantée par la spéculation systématique. Mather avait seulement dit que cette chose était née, mais il fallait vraiment n'être qu'un méprisable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder la nuit par les fenêtres des gens et se cacher dans la mansarde d'une maison en chair et en os pour que finalement, des siècles plus tard, un être humain la distingue à une fenêtre et soit par-dessus le marché, incapable de décrire ce qui a fait soudain blanchir ses cheveux. Tout cela n'était que de la bouillie pour les chats, et mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis. Mais je lui racontai que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1906 et 1700... Pardon. Je vous lis des bêtises. Je reprends. Mais je lui racontais ce que j'avais découvert dans un vieux journal intime tenu entre 1706 et 1723, retrouvé par moi dans des papiers de famille à moins d'1 mile de l'endroit où nous étions assis en ce moment. Je lui dévoilais la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre et que décrivait ce journal. Je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région. Les générations se les étaient transmises, et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui, en 1793, avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il y soupçonnait. Je bois un coup. Donc je rappelle pour le chat, cette première nouvelle, qui est la première des deux que nous lirons ce soir, est une nouvelle dans les premières années de Lovecraft, c'est pour ça que le style est un peu particulier, mais qui est un peu donc à la source de tout ce qu'il a écrit ensuite. Donc c'est une bonne entrée en... Voilà, j'ai paumé le mot. Hein. Une bonne entrée en matière. Excusez-moi, je fais juste un petit truc vite fait. Voilà, merci Mascox qui du coup avait trouvé le mot aussi. Et Jade, c'est bon. J'espère que je ne vous perds pas trop quand même avec cette lecture. J'ai conscience qu'elle est assez alambiquée, mais on va y arriver. Donc pour resituer, pour ceux qui pourraient arriver en cours, ce sont deux personnes qui discutent sur une pierre tombale de leur croyance ou non en l'indicible. Donc c'est effectivement très énonciateur de ce que va faire Lovecraft pendant des années après. Reprenons
cette fameuse affaire dont parlait notre personnage. Ça avait été une affaire assez horrible. Rien d'étonnant si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles. On connaît tellement mal ce qui se cachait alors derrière ces apparences. Et le peu qu'on en connaît, c'est une purulence hideuse, putride, révélée à la faveur des aperçus vampiriques qui en sont parfois offerts. La terreur, plus que devinée derrière l'empire des sorcières, jette un jour horrible sur ce qui peut germer dans le cerveau torturé de l'homme. Mais cela n'est encore qu'un détail insignifiant. Il n'y avait pas de beauté alors. Il n'y avait pas de liberté. Ce qui nous reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne en ce siècle en témoignent, ainsi que les sermons venimeux de ces prêtres hargneux. Nous savons ce qui se cachait à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé. C'était hideur aphasique, perversion sans fin et diabolisme vrai. Là vraiment se situa l'apothéose historique de l'innommable. Cotton Mather, dans son anathème, au démoniaque tome 6e de ses œuvres que personne ne doit lire la nuit tombée, n'a pas mâché ses mots. Aussi inflexible qu'un prophète juif, plus ferme dans son laconisme que nul n'a pu l'être depuis son temps, il dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui était plus qu'une bête et moins qu'un homme, la chose à l'œil douteux, et l'être pitoyable, hurlant et ivre qu'on avait pendu parce que lui aussi possédait cet œil incertain. Cela, il le dit sans détour, mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'est passé par la suite. Peut-être qu'il n'en savait rien, mais peut-être aussi que, le sachant, il n'a rien osé dire. Et d'autres l'ont su, qui n'ont rien osé en dire. Rien ne donne la raison de ces murmures tenaces, de ce verrou fermant la porte de l'escalier, menant à la mansarde de cette demeure d'un vieillard sans enfant, brisé, amer, celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau. Et pourtant, ce que l'on devinait derrière ces faits et légendes assez vagues suffisait à refroidir le sang le plus profond. Tout se trouvait dans ce journal antique que j'ai découvert. Tous les sous-entendus furtifs, tous les comptes rendus secrets de choses à l'œil souillé aperçus derrière des fenêtres par des nuits sombres ou dans les champs déserts près des bois. Ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre dans une sombre allée au creux d'un val, qui lui laissa des traces de cornes sur la poitrine et de griffes sur le dos. Bonne nuit à ceux qui s'en vont et bonjour à ceux qui arrivent. Et lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière remuée, on y découvrit les marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes. Un jour, un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effrayante, boiteuse et sans nom sur Meadow Hill, aux heures vagues qui précèdent l'aube, et nombreux furent ceux qui le crurent. Aucun doute, on raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1710 sur ce vieil homme sans enfant et brisé lorsque l'on enterra dans la crypte, derrière sa propre maison, en face de la dalle d'ardoise sans inscription. On ne déverrouillera jamais la porte allant à la mansarde, et on abandonna toute la maison comme elle était, vide et redoutée. Et par la suite, chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison, on se parlait tout bas, on tremblait, avec l'espoir que le verrou de l'escalier tiendrait bon. Puis,
cet espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère. Et il n'y eut alors aucune âme vivante qui n'emporta la marque, vivante ou morte. Désolé, la caméra est partie en live. Petit à petit, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées. J'imagine que la chose, à supposer qu'elle eût été vivante ou morte, ça m'a perturbé, désolé. Je vais reprendre cette phrase. Je suis vraiment désolé pour ça. Petit à petit, au fur et à mesure que les années s'écoulaient, la légende pourtant prit les allures d'un conte de fées. J'imagine que la chose, à supposer qu'elle eût été vivante, était morte. Le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce, et d'autant plus atroce qu'il était plus secret. Pendant le cours de mon récit, mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond, et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur lui. Il ne rit pas lorsque je me tue, mais d'une voix assez sérieuse au contraire, me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle. Bonne nuit, Mickey. Je lui expliquerai pourquoi ce jeune homme était allé voir cette maison que l'on évitait. J'ajoutais qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il s'y fût intéressé, puisqu'aussi bien il croyait que les vitres gardent la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers. Ce jeune homme était allé examiner les fenêtres de cette horrible mansarde parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses derrière. Et il en était revenu, hurlant et fou. Menton, pendant que je parlais, resta silencieux, comme réfléchissant. Mais petit à petit, son tour d'esprit analytique reprit le dessus. Il dit, pour le plaisir de discuter, qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues. Mais il me rappela qu'il n'y avait... Oh putain. Désolé. Il dit, pour le plaisir de discuter, qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues. Mais il me rappela qu'il n'y a aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science. Je le félicitais autant de sa clarté d'esprit que de son entêtement, mais lui fournis alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glanées en allant voir de vieilles personnes. Ces légendes fantomatiques et plus tardives, lui dis-je, faisaient allusion à des apparitions monstrueuses, plus effarantes que tout être organique. Des apparitions de formes bestiales et gigantesques, par moments visibles et, en d'autres seulement tangibles, flottant dans l'air par les nuits sans lune, hantant la vieille maison, la crypte qui se trouvait derrière elle, et les alentours de ce tombeau abrité maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible. Que l'être qui se trouvait à l'origine de ces apparitions eût jamais éventré ou étouffé une personne humaine, comme l'affirmaient des traditions invérifiables, il était difficile de le dire. Quoi qu'il en fût, il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente. Il faisait encore trembler les plus âgés des autochtones, mais les générations plus récentes l'avaient pratiquement oublié.
Peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de n'être plus évoqué. D'un autre côté, cependant, dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique, les émanations psychiques des humains pouvant être grotesques et caricaturales, quelle représentation logique pouvait rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique, à soi seul un blasphème putride à l'égard de la nature. Conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride, est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer, dans toute sa réalité haïssable, l'exquis, l'atroce, innommable? Il devait être fort tard. Une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla, et je crois qu'elle passa tout près de Manton, car, quoiqu'il fût noyé dans l'obscurité, je le sentis lever le bras. Puis, il prit la parole. Mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette mansarde existe toujours, abandonnée ? Oui, lui répondis-je. Je l'ai vue. Est-ce que vous y avez trouvé quelque chose dans la mansarde ou ailleurs ? Des ossements sous le toit. C'est peut-être ce que ce jeune homme avait découvert. Il était si sensible qu'il ne lui en fallait pas plus pour devenir fou. Si ces ossements provenaient tous du même être, ce devait être une folle monstruosité. Ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour. Je suis revenu plus tard dans cette maison avec un sac et les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison. Elle présentait une fissure assez large que j'ai utilisée. Ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin. Si vous aviez vu ce crâne, il avait des cornes longues de 10 cm et en même temps une mâchoire assez proche de la vôtre ou de la mienne. J'avais réussi. Enfin, je sentais Manton, qui s'était rapproché de moi, frissonner pour de bon. Mais sa curiosité était plus aiguillonnée que jamais. Et les vitres des fenêtres ? Il n'y en avait plus une seule. Une des fenêtres avait perdu son cadre, aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitre. Vous savez, ces petits carreaux, comme on en faisait autrefois, ces croisillons, avaient déjà disparu en 1700. À mon avis, il y avait plus d'un siècle que ces vitres avaient été brisées. C'était peut-être l'œuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé, à condition qu'il soit monté jusque-là. La légende ne le dit pas. Benton réfléchissait. « J'aimerais bien voir cette maison, Carter. Où se trouve-t-elle ? Vitre ou pas vitre, j'aimerais bien la visiter un petit peu. Et aussi, la tombe où vous avez caché ces ossements, et aussi cet autre tombeau qui ne porte pas d'inscription. Tout cela doit être quelque peu terrifiant. Vous les avez vus, avant que la nuit tombe. » Mon récit avait été plus efficace que je n'avais cru. Car à cette parole, à cet effet assez innocent, mon ami sauta en l'air, s'écartant brusquement de moi, et poussa une sorte de cri octant qui traduisait parfaitement son état d'esprit. Ce fut un cri bizarre, et d'autant plus bizarre qu'on y répondit. En même temps que l'écho s'en apaisait, j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillon qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre. Comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps s'embattant, je sus aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la mansarde.
la fenêtre sinistre et sans vitre qui venait de grincer. Puis tomba sur nous un courant d'air glacé, mais violent et délétère, provenant de cette même direction inquiétante, qui fut suivi d'un hurlement perçant, poussé juste à côté de moi, toujours assis sur cette tombe abandonnée et pernicieuse, où dormaient un homme et un monstre en un seul être. Une seconde plus tard, j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible, mais d'une taille qui devait être gigantesque et d'une nature impossible à préciser. Oui, je fus balayé comme une feuille, et je me retrouvais étalé sur le ventre, sur le terreau travaillé par la circulation silencieuse des racines d'arbres, dans ce cimetière inhumain, tandis que de la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respiration étranglée et tourbillonnante, à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité, pourtant impénétrable, de légions dantesques de damnés informes et impensables. Il y eut comme un maelstrom d'un vent desséchant, glacé, puis comme un fracas de briques et de maçonnerie qu'on ébranlait. Mais heureusement, j'avais perdu conscience avant d'être en état de me rendre compte de la signification de ces bruits. Menton, quoique plus petit que moi, possède plus de résistance physique. Tous deux, nous rouvrîmes les yeux presque au même moment, bien que ses blessures furent beaucoup plus graves que les miennes. Nos lits se touchaient, et quelques secondes après avoir repris connaissance, nous savions que nous étions au St. Mary's Hospital. Des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous, animés d'une curiosité intense, avides de réveiller notre mémoire et tout prêts à nous raconter ce qui nous était arrivé. C'est ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvés tous les deux dans un champ isolé, de l'autre côté de Meadow Hill, à 1 mile du vieux cimetière, à l'endroit où s'était élevé autrefois, paraît-il, un abattoir. Menton avait sur la poitrine 2 blessures fort vilaines, avec des coupures et des griffures moins profondes dans le dos. Quoique, moins gravement, j'étais néanmoins couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable. On y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu. De toute évidence, Menton en savait plus long que moi, mais il ne dit absolument rien au médecin stupéfait et passionné, tant qu'on n'eût pas dit au juste ce que nous avions. Alors, il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux. Mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait ? Quoi qu'il en soit, quand les médecins et les infirmières nous eurent quittés, je lui soufflai cette question d'une voix blanche. « Mais, Seigneur Menton, qu'est-ce que c'était donc ? Ces cicatrices et... Est-ce que c'était ça ?» Et j'étais trop épuisé pour sauter de joie lorsqu'il me répondit à mi-voix, ce qui ne m'étonna pas tellement. « Non, cela n'avait aucun rapport. C'était partout. Une sorte de gélatine, de gelée, et qui pourtant avait des formes, 1000 formes si horribles, dépassant toute description. Il y avait des yeux et une souillure. C'était la fosse. C'était le maelstrom.
c'était l'abomination ultime. Carter. C'était l'indicible. Fin de cette première nouvelle. Intéressante.